Jonathan Ive, vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant, vous connaissez ses œuvres. Designer chez Apple depuis 1992, Johnny a dessiné les plus célèbres produits de la compagnie fruitière, à savoir l'iMac, le MacBook, l'iPod, l'iPhone ou encore l'iPad. Et pourtant, le designer a bien failli ne jamais créer des boîtiers des produits qui ont révolutionné l'industrie des nouvelles technologies. Je voulais quitter Apple, avait déclaré Johnny à Walter Isaacson, le biographe de Steve Jobs. On n'accordait alors aucune attention aux produits. Tout ce que l'on demandait aux designers, c'était de dessiner une boîte, puis les ingénieurs s'arrangeaient pour la fabriquer à moindre coût. Pour le Britannique, les produits sortis au début des années 90 étaient sans âme et ressemblaient comme deux gouttes d'eau au PC Windows, principal concurrent d'Apple. Johnny étant passionné par le travail bien fait et allergique aux produits bâclés, songe alors à démissionner. C'était sans compter sur iPapi, qui quelque temps après avoir repris les commandes de la firme, donne un discours sur le campus de Cupertino. Notre but n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais de faire de grands produits. Résultat des courses, Johnny reste. Après avoir tenté de collaborer avec les plus grands designers du monde sans y parvenir, Steve Jobs décide d'aller faire un tour à l'Apple Design Group. Et c'est à cet instant qu'il trouve la perle rare, Jonathan Ive. On a discuté forme et matériaux, on était sur la même longueur d'onde, Steve et moi. Et j'ai soudainement compris pourquoi j'aimais tellement cette boîte. iPapi donne alors carte blanche au designer pour concevoir un tout nouveau Mac, et le PDG va vite comprendre qu'il ne s'est pas trompé. Ive joue gros et présente à Steve Jobs un ordinateur nommé eMate, plus tard appelé l'iMac. Il est muni d'un boîtier coloré et semi-transparent qui dévoile au grand jour les composants se trouvant à l'intérieur du produit. L'iMac est tout de suite un immense succès, le gros bonbon électrique se vend comme des petits pains avec plus de 6 millions d'unités vendues à travers le monde. C'est le début d'un immense succès, le duo travaillera plus de 15 ans ensemble. Les deux hommes ont la même perception du design, le souci du détail, ainsi qu'un perfectionnisme maladif. Steve et Johnny deviennent alors très proches. Ils partent en vacances ensemble et partagent la plupart de leurs activités. Johnny avait un statut particulier. Il venait souvent dîner à la maison et nos deux familles se sont liées d'amitié. Jamais Steve a voulu le blesser. Pour lui, bon nombre de personnes étaient interchangeables, mais pas Johnny. Quelques mois plus tard, le duo s'attaque à l'industrie de la musique et dévoile l'iPod, un produit qui permet d'emmener sa musique partout avec soi. Muni d'un écran et d'une molette à la fois tactile et cliquable, le design de ce joujou est directement inspiré par une radio de la marque Braun, conçue à la fin des années 50. iPod, 1000 songs in your pocket. Le duo magique dévoilera plus tard plusieurs générations d'iMac, comme par exemple le fameux tournesol. Son écran LCD s'oriente dans tous les sens, c'est ce qui va faire de ce produit l'un des Macs les plus célèbres, alors qu'à la base, il n'est rien d'autre qu'un vulgaire tournesol. Les révolutions ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 2007, Apple dévoile l'iPhone, puis un an plus tard le MacBook Pro Unibody, et enfin pour terminer, l'iPad en 2010. Voici quelques produits dont Ive s'est inspiré pour la création des appareils paumés. L'iMac, tel que vous le connaissez aujourd'hui, a pour source une télévision designée par Dieter Rams. Le Mac Pro est lui aussi une suite à l'un des nombreux travaux de Dieter Rams. Enfin, l'iPod est le petit frère parfait d'une radio designée par Dieter Rams lorsqu'il travaille chez Braun.